Il a suffi d'un moment d'inattention pour qu'il devienne la cible de 2 enfants meurtriers. Quelle est l'histoire vraie la plus effrayante que vous connaissez? C'est arrivé à la meilleure amie de mon patron lorsqu'elles avaient environ 17 ans. Les parents de la meilleure amie étaient absents un week-end et elle avait la maison pour elle toute seule. Elle a dîné, regardé la télé et décidé d'aller se coucher. Elle était allongée dans son lit, dos à son armoire, lorsqu'elle a entendu la porte s'ouvrir. Elle a fait semblant de dormir, l'homme qui se cachait dans le placard a fait le tour de son lit jusqu'au côté où elle était allongée, lui a caressé doucement les cheveux et le visage, puis est parti. Elle a immédiatement appelé son petit ami pour lui demander de venir, puis elle a appelé ses parents et enfin la police. Pour faire court, cet homme était entré dans leur maison par une porte pour chien, il n'avait pas de chien et n'avait pas pris la peine de la sécuriser, et il vivait dans une tente dans la zone forestière derrière leur maison depuis des mois pour s'approcher d'elle. Dans sa tente, ils ont trouvé une tonne de vidéos d'elle en train de dormir et des morceaux de ses vêtements et d'autres choses dans le genre. Mon père a travaillé dans une morgue pendant ses études dans les années 60. Une fois, pendant qu'il travaillait la nuit, il formait un nouvel employé qui transportait un corps dans le couloir. Le corps était recouvert d'un drap, mais il a soudain commencé à bouger puis à relever son torse comme s'il voulait s'asseoir. Le gars a immédiatement paniqué, s'est précipité vers la sortie et a démissionné. Apparemment, un cadavre peut avoir des contractions musculaires involontaires au niveau des abdos qui font qu'il se retrouve parfois dans cette position. Ma grand-tante s'est réveillée au milieu de la nuit en entendant son chien grogner. Elle était célibataire à l'époque et vivait seule dans sa maison de style ranch. Elle s'est rendue dans son salon pour vérifier ce qui se passait. Comme elle ne voyait ni n'entendait rien d'anormal, elle a décidé de s'assurer que sa porte et ses fenêtres étaient bien verrouillées. La porte était verrouillée, la première fenêtre qu'elle a vérifiée l'était aussi. Lorsqu'elle a soulevé le store de la deuxième fenêtre, il était grand ouvert et un homme portant une cagoule de ski se tenait là. Elle a dit qu'il avait ri d'un rire diabolique, puis qu'il avait commencé à grimper à l'intérieur. Elle a crié qu'elle avait un pistolet et son chien s'est mis à aboyer à tue-tête. Le futur violeur a décidé de s'enfuir. Ma tante s'est procuré une arme après ça et a appris à s'en servir. Je ne peux même pas imaginer ce qui lui serait arrivé si elle n'avait pas eu son chien pour l'avertir. À la fac, je vivais dans un appart doté d'une piscine communautaire. Nous étions plusieurs à boire des bières à la piscine un soir de vacances, et l'un de mes amis a couru pour sauter dans la piscine, mais a changé d'avis à la dernière seconde. Il a glissé sur le béton mouillé et il est tombé. Il s'est brisé la nuque au bord de la piscine, il n'a plus jamais marché et arrive à peine à bouger ses bras. J'ai vu la vie de quelqu'un être ruinée et c'était terrifiant. Écoutez le maître nageur et marcher. Hadj Mohamed Mesfoui était un cordonnier qui vivait au Maroc à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Lui et sa complice, une femme de 70 ans appelée Anna, avaient l'habitude de droguer et de tuer les jeunes femmes qui venaient à l'atelier. Les parents de l'une des victimes ont fini par remonter jusqu'à la boutique et, après la découverte des restes de 36 cadavres mutilés dans les environs, Mesfoui et Anna ont été interrogés et torturés. Anna n'a pas survécu, mais Mesfoui a avoué les avoir assassinés, généralement pour une somme d'argent dérisoire. Il a d'abord été condamné à la crucifixion, une peine tout à fait inhabituelle à l'époque. Cependant, de nombreuses ambassades étrangères puissantes ont protesté et le Maroc n'a pas pu faire grand-chose contre elles. Au lieu de cela, il a été condamné à la décapitation, une peine plus courante. Toutefois, les habitants de Marrakech ont estimé que cette peine était beaucoup trop clémente et ont opté pour l'emmurement. Une cellule spéciale a été construite. Des chaînes ont été attachées à l'un des murs pour s'assurer qu'il resterait debout. Mesfoui n'a été informé de son sort que le matin de son exécution, lorsqu'il a été conduit, en hurlant, à l'intérieur. Une fois la dernière brique posée, la foule se taisait jusqu'à ce qu'il se mette à crier, puis elle l'acclamait. Il a crié presque constamment pendant 2 jours. Le 3e jour, il s'est tu. L'histoire vraie la plus effrayante que je connaisse est la mienne. J'ai grandi avec un père très malade mentalement et viol. L'été où j'avais 16 ans et mon frère cadet 13 ans, mon père a tiré sur mon frère avec un fusil de chasse, presque à bout portant, dans notre sous-sol. Heureusement, la balle a raté son cœur de quelques centimètres et il est toujours en vie aujourd'hui. En rentrant à la maison ce soir-là, j'ai trouvé ma belle-mère en train de nettoyer le sang sur le carrelage, comme s'il n'y avait rien à voir. C'est la chose la plus terrifiante et la plus surréaliste que j'ai jamais vécue. On pourrait croire qu'une tentative de meurtre suffirait à mettre fin au droit de garde, mais hélas, la police a considéré qu'il s'agissait d'un accident, et mon frère et moi étions trop effrayés par notre père pour dire le contraire. À 18 et 15 ans respectivement, mon frère et moi avons fait nos valises et quitté l'État pour ne plus jamais parler à notre père. Aujourd'hui encore, de petits éclats de balles apparaissent dans la poitrine de mon frère.
Dangol Razale était une jeune fille lituanienne qui a été vendue comme esclave sexuelle en Suède à la fin de l'année 1999. Sa mère l'avait abandonnée à l'âge de 14 ans et était partie aux États-Unis. À l'âge de 15 à 16 ans, elle a été envoyée de Lituanie par un homme plus âgé qui prétendait être son petit ami. Il lui a promis un emploi de cueilleur de bail en Suède et lui a donné un faux passeport. Lorsqu'elle est arrivée en Suède, un homme l'a accueillie et l'a enfermée dans un appartement à Malmö. Il lui a dit qu'elle devait lui payer 20 000 couronnes pour son passeport et le transport de la Lituanie à la Suède. Elle a vite compris qu'elle allait travailler comme prostituée. Razale a été forcée de se prostituer pendant 2 semaines avant de s'échapper de l'appartement où elle était emprisonnée. Le 7 janvier 2000, elle a sauté d'un pont à Malmö après s'être échappée de l'appartement et avoir été violée par un groupe d'hommes qui prétendaient l'aider. Elle est décédée 3 jours plus tard à l'hôpital. Son cas a suscité de nombreux débats sur la traite des êtres humains. Il y a une vingtaine d'années, un homme m'a raconté l'histoire d'une randonnée qu'il avait faite dans une région d'Amérique du Sud où il s'était éloigné des autres randonneurs. Le sol était humidé, sans crier gare, il s'est retrouvé aspiré dans une rivière souterraine en mouvement rapide, dans l'obscurité totale, complètement submergé et à la merci du courant qui l'entraînait contre les parois du tunnel. Au bout d'un certain temps, le courant s'est calmé et il s'est rendu compte qu'il se trouvait dans une poche plus grande, toujours noire et submergée. Il a dit que même s'il luttait pour retenir sa respiration, il n'a pas paniqué et a réalisé que l'eau devait continuer à se déplacer quelque part, alors il s'est déplacé jusqu'à ce qu'il trouve un autre tunnel qui l'aspirait à l'intérieur. À un moment donné, il a commencé à voir de la lumière, a donné un coup de poing vers le haut, a percé le sol et s'est extirpé, trempé, haletant et à une certaine distance des autres randonneurs au sec, qui étaient quelque peu déconcertés lorsqu'ils l'ont vu s'approcher d'eux en traînant les pieds. Je ne sais pas si c'est effrayant, mais quand j'étais plus jeune, mon frère jumeau et moi aidions notre ami à faire sa tournée des journaux. Un été, nous avons senti une odeur nauséabonde provenant de l'une des maisons. Nous n'y avons pas donné de l'importance jusqu'à ce que, 3 jours plus tard, l'odeur s'étende jusqu'à l'allée. Nous sommes allés à la porte arrière où il déposait normalement le journal et nous avons remarqué qu'elle était ouverte. Nous sommes rentrés, avons fait le tour de la maison et avons trouvé le propriétaire mort. Il était mort d'une crise cardiaque et ses chats étaient en train de le manger. J'ai déjà raconté cette histoire. Je suis ophtalmologiste et un patient est venu me voir avec une paupière infectée que 2 autres ophtalmologistes avaient essayé de traiter sans succès. Ils ont injecté toutes sortes de médicaments dans la paupière et la situation ne s'est pas améliorée. À ce stade, la paupière était enflée et douloureuse depuis des semaines, sans aucune amélioration, malgré des tonnes de médicaments. Apparemment, aucun d'entre eux n'a pensé à retourner la paupière. C'était une manœuvre douloureuse pour sa paupière très enflée, ce qui peut expliquer cela. Quoi qu'il en soit, il y avait ce qui ressemblait à un abcès visible à l'intérieur du tissu avec une matière gluante épaisse, j'ai pensé lui donner un coup de pouce et je l'ai vu bouger. Ce n'était pas un abcès, c'était autre chose. J'ai réussi à l'enlever assez facilement en un seul morceau. C'était une larve de mouche. La patiente m'a dit qu'elle avait été touchée par un insecte dans l'œil quelques jours avant de contracter cette infection. J'ai retiré la larve et en 2 jours, la plaie s'est refermée et elle s'est rétablie à 100% grâce à des gouttes antibiotiques pour les yeux. Oui, j'ai les photos de ce cas pour les personnes intéressées. Le meurtre de la famille Grun. Un pédophile dérangé du nom de Joseph Edward Duncan était déjà en fuite pour avoir commis une agression sexuelle dans le passé. Il était incroyablement charmant et manipulateur, et c'était vraiment le mal à l'état pur. Il a campé devant la maison rurale d'une famille, à l'insu de celle-ci. Il l'a choisie après être passé devant en voiture et avoir vu des jouets d'enfants à l'extérieur. Il les a observés de loin, a appris à connaître leurs habitudes dans le but de kidnapper les enfants, Dylan, 10 ans, et Shasta, 8 ans. Joseph a découvert que la serrure de la porte était cassée, il est entré dans la maison au milieu de la nuit et a ligoté la mère, le père et le fils adolescent. Il a mis Shasta et Dylan dans sa voiture et a tué le reste de la famille avec un marteau. Il s'est rendu dans divers campings et cabanes avec Shasta et Dylan captifs, les abusant sexuellement, les torturant et les violant. Il a fini par abattre Dylan, mais Shasta l'a dissuadé de la tuer. Jed a fini par lui dire qu'elle lui avait appris à aimer. La partie la plus effrayante est une vidéo de Jed et Shasta dans une station-service. Parce qu'on pourrait facilement croire qu'il s'agit d'un père normal et d'une fille grincheuse si l'on était un spectateur. Finalement, il l'a emmené dans un restaurant où il a été appréhendé lorsqu'une serveuse a remarqué qu'il se passait quelque chose et Shasta a été sauvée après cette semaine passée entre ses griffes. Alors qu'il était traîné au loin, il lui a dit « Promets-moi que tu viendras me voir en prison » et elle a répondu par l'affirmative. Je ne sais pas si elle l'a fait. Jed a été condamné à mort et reconnu coupable de 3 autres meurtres d'enfants.
Il est mort il y a quelques mois d'un cancer. Mais le pire dans tout cela, c'est l'horreur de la vie de Shasta depuis lors. Toxicomanie, aller et venue en prison, perte de ses enfants, etc. C'est l'histoire la plus horrible qui soit. Je ne suis pas sûr de connaître toute l'histoire, mais un corps a été découvert quelque part en Sibérie. La cause du décès était la congélation, mais quelque chose clochait. Il s'est avéré qu'il avait été attaqué par un tigre. Le tigre a utilisé ses mâchoires pour attraper le gars par son sac à dos, l'a soulevé au-dessus de sa tête et l'a frappé si fort qu'il lui a cassé les deux fémurs. Le pauvre homme a vécu 3 jours après l'attaque, rampant dans la neige. Une femme avec laquelle j'ai travaillé il y a quelques années m'a raconté comment sa vie avait radicalement changé. D'un emploi décent, elle était devenue alcoolique et travaillait comme femme de ménage. Elle avait prévu de s'installer en Espagne avec son mari et sa fille et avait décroché un excellent emploi dans ce pays. Le plan prévoyait que son mari et sa fille s'envolent en premier et qu'elle prenne l'avion 1 ou 2 semaines plus tard parce qu'elle avait terminé son ancien travail un peu plus tard que prévu. Le jour de son arrivée, son mari l'a appelée pour lui dire que la maison était magnifique et que les meubles étaient arrivés par ferry, etc. C'est la dernière fois qu'elle a entendu parler de lui. Son mari et sa fille ont été retrouvés morts par les autorités quelques jours après qu'elle ait appelé en expliquant qu'elle s'inquiétait pour leur bien-être car elle n'avait eu aucun contact avec eux et qu'elle était extrêmement inquiète. Il s'agissait d'une intoxication au monoxyde de carbone. Il est effrayant de penser à la vitesse à laquelle votre vie peut changer. Les jumelles Gibbon silencieuses. 2 sœurs qui parlaient rarement, sauf l'une à l'autre. Elles ont été envoyées dans des pensionnats séparés pour les amener à parler à d'autres personnes, mais elles sont tombées dans une catatonie sévère. Elles ont fini par être hospitalisées et ont conclu un pacte selon lequel si l'une d'entre elles mourait, l'autre devait parler et vivre une vie normale. Ils ont discuté pendant des mois et ont décidé laquelle des deux devait se suicider. Finalement, l'une d'entre elles est décédée d'une inflammation cardiaque sans que l'autopsie n'en indique la cause. Et quelques instants après le moment prévu, l'autre a parlé « Je suis enfin libre, libéré, et enfin Jennifer a sacrifié sa vie pour moi. » Un soir, un type avec qui j'étais très ami a organisé une fête et m'a appelé pour m'inviter. C'était le premier jour de congé de ma femme et moi depuis un certain temps et notre fille avait 2 ans. J'en ai parlé à ma femme et ma fille m'a dit « Non, n'y va pas papa. » Bien sûr, je ne peux pas résister à ça alors je suis resté à la maison et nous avons passé une bonne soirée en famille. Mon ami, lui, a passé la pire nuit de sa vie. Sa fête se déroulait bien et tout allait bien, même s'il y avait un ami d'un ami, que personne ne connaissait vraiment. Il s'est avéré que l'inconnu avait pris un peu trop de cocaïne et a décidé de commencer à tuer des gens. Il a pris un couteau de boucher et a tranché la gorge de 3 personnes. La femme de mon ami a jeté leurs enfants par une fenêtre à 2 étages et a sauté elle-même, les a emmenés dans les bois et a appelé la police. Les 3 personnes sont mortes. La police a trouvé l'homme qui marchait sur le bord de la route, couvert de sang et incohérent. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. C'est ce qu'il a dit. Ce qui m'énerve le plus, c'est que c'était un type bien. C'était un gros nounours à l'allure de motard. Il n'a jamais été un connard avec personne et a toujours fait ce qu'il fallait. Nous avons travaillé ensemble et nous nous sommes entendus dès le premier jour. Il était toujours prêt à plaisanter et à sourire. Peut-être que le fait de ne pas y aller m'a sauvé la vie, ou peut-être que j'aurais pu aider, cela me pèse même 20 ans plus tard. Le fait qu'un petit poste ait détruit la vie de 3 bonnes familles qu'il ne connaissait même pas me met hors de moi et j'espère qu'il pourrira en prison et qu'il se fera botter le cul tous les jours. Joseph Fritz l'a emprisonné sa fille dans une pièce secrète de son sous-sol pendant 24 ans et lui a fait 6 ou 7 enfants. Il a planifié tout cela 6 ans à l'avance, a obtenu un permis de construire et a construit une prison inéluctable sous sa maison. Il a parcouru des kilomètres pour se débarrasser des ordures et faire des courses pour les prisonniers sans être reconnu. Il n'a été découvert que parce que l'un des enfants qu'il a engendré est tombé gravement malade et a dû être transporté à l'hôpital après avoir passé toute sa vie de 19 ans sous terre. Il a prétendu que sa fille, Elisabeth, dont on pense qu'elle a été enlevée par une secte, avait déposé la petite fille chez lui parce qu'elle n'était pas en mesure de s'occuper de la jeune femme malade. Les médecins ont trouvé l'histoire louche, ont fait intervenir les autorités et ont demandé à parler à Elisabeth pour savoir de quoi souffrait sa fille. Mon frère était officier de police. Il a été appelé pour vérifier le bien-être d'une mère qui ne s'était pas présentée au travail pendant quelques jours. Elle était morte sur le canapé et son enfant s'était allongé à côté d'elle, avant de mourir de déshydratation. Le petit enfant avait essayé d'ouvrir les placards et les tiroirs de la cuisine à la recherche de nourriture ou d'eau. Mon frère en pleure encore quand il parle de ce qui s'est passé. Et il n'est pas du genre à pleurer. Les effets de l'empoisonnement aux radiations sur les personnes qui n'ont pas la chance de mourir rapidement.
Le pire cas auquel je puisse penser, en dehors de l'incident de Tchernobyl, est celui de Hisashi Ushi, un ouvrier japonais qui a été exposé à des quantités fatales de radiation, mais qui, grâce à sa famille et aux médecins, a été maintenu en vie contre son gré pendant 83 jours. Une semaine après son arrivée à l'hôpital, il a déclaré « Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je ne suis pas un cobaye, mais les médecins ont continué. » Lorsqu'il est mort, toute sa peau était tombée, toutes les greffes de peau étaient tombées, il avait perdu plusieurs membres et souffrait de crises cardiaques plusieurs fois par jour. Il y a des photos de lui sur son lit d'hôpital qui, si vous êtes sur Internet depuis assez longtemps, font partie de la collection originale des « images choquantes ». On dirait qu'elles sortent tout droit d'un film pornographique de torture. Je travaille parfois sur le site d'une centrale nucléaire et j'ai toujours dit que si le pire se produisait et que j'étais exposé à une quantité mortelle de radiation, je me suiciderais plutôt que de souffrir d'une telle chose. James Bulger n'avait que 2 ans et était avec sa mère en train de faire des courses. Elle lui a lâché la main pour payer la caissière et il s'est éloigné. 2 garçons de 10 ans l'ont repéré, l'ont attiré vers eux, l'ont pris par les mains et l'ont emmené. Ils l'ont emmené dans un endroit isolé, en le poussant et en lui donnant des coups de pied pendant tout ce temps. Certaines personnes ont interrogé les 2 enfants avec le bambin en pleurs, mais ils ont menti en disant qu'il s'agissait de leur frère et personne n'est intervenu davantage. Ils l'ont emmené dans un endroit isolé et l'ont torturé. Je ne veux pas raconter les détails de la torture, c'est trop horrible. Ils ont laissé son corps sur une voie ferrée en espérant que l'écrasement par un train ferait croire à un accident. Il a été retrouvé quelques jours plus tard, le corps coupé en 2 par un train. Les garçons ont été arrêtés et sont devenus les plus jeunes meurtriers condamnés de l'histoire britannique. Des images de sécurité prises le jour où ils ont enlevé James les montrent en train d'observer des enfants et de choisir une cible. Et ils n'étaient eux-mêmes que des enfants. Ils ont été libérés à 18 ans. L'un d'entre eux est de nouveau en prison pour avoir possédé des photos d'abus d'enfants sur son ordinateur. Ce qui me terrifie le plus, c'est que mon propre fils n'a que 2 ans et que les meurtriers de James n'étaient eux aussi que des enfants. C'était prémédité, intentionnel et totalement aléatoire. Il a suffi d'un moment d'inattention pour qu'ils deviennent la cible de 2 enfants meurtriers. Pensez que des enfants plus jeunes que mon fils sont capables d'une telle chose. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, si vous ne voulez pas vous faire casser les jambes par un tigre de Sibérie. À la prochaine vidéo.